Bonjour tout le monde. MPCM a le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur François Monet, à qui j'avais demandé de préparer les 3 livres qu'il va nous conseiller et qui l'ont marqué pour une raison ou pour une autre. Alors, docteur Monet, quels sont ces 3 livres que vous proposez aux lecteurs et auditeurs de l'Index? Alors, d'abord, à ma connaissance, je ne vous ai rencontré qu'une fois pour une relation professionnelle. Donc, je suis médecin, c'était dans le cadre médical, et il est vrai que je ne vous ai pas demandé de précision, que vous m'avez dit, lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit oh, et si finalement je vous interviewais donc par cette séquence vidéo. Et dans ce cas-là, préparez-moi 3 livres. Alors, la question que je me suis assez rapidement posée, et pour laquelle je n'ai toujours pas de réponse, parce que je n'ai pas de réponse, puisque je ne vous ai pas interpellé de plus sur ça, c'est comme vous me connaissez, entre guillemets, je me suis très étonné que vous me connaissiez, comme vous me connaissez comme médecin, est-ce que ce sont 3 livres de médecine, voire éventuellement, puisque je suis psychiatre, de psychiatrie? Ou bien est-ce que c'est 3 livres en général qui m'ont interpellé dans le cadre de ma vie personnelle? Parce que je ne suis absolument rien de plus qu'un autre médecin, voire qu'un autre psychiatre. En plus, probablement, l'auditoire pourra reconnaître que je n'ai pas tout à fait l'accent valaisan, donc je ne suis pas, et j'ai jamais été une célébrité, ça ne m'a jamais motivé. Et donc la première question que je vais vous retourner, c'est pourquoi la première fois que vous me voyez, vous me demandez « Ah bah tiens, si je vous filmais ?» Et ça, et la raison pour laquelle, je dis oui, parce que je n'ai pas de raison de dire non, fondamentalement, je ne me sens pas en danger, mais une des raisons, ou la raison principale qui m'a fait vous dire oui, c'est parce que je ne sais pas. Et donc, c'est ça qui m'amuse. Amuser au sens étymologique, muse l'esprit. Et donc c'est, mais qu'est-ce qu'il veut derrière savoir? Je pense que l'émission que vous faites, elle est avant tout pour vous, et secondairement, pas accessoirement, secondairement pour les autres. Et donc, la première question que j'ai, avant de vous répondre, pour vous répondre, j'ai besoin de savoir dans quel de ces 2 cadres, dans mon activité professionnelle ou dans autre chose. Vous écoutant, j'ai en pensée beaucoup de réponses qui m'ont été données par vos prédécesseurs en quelque sorte. Je pense en ce moment à un inventeur d'une start-up qui est spécialiste dans la reconnaissance de caractère, etc., et qui m'a présenté 3 livres, et que je sais être très cultivé et avoir beaucoup d'ouverture, on va dire, littéraire. Et lui, le choix, sans qu'il m'en demande la raison, le pourquoi, c'était d'introduire 3 livres, disons, assez techniques. C'est la même chose, c'est la même option qu'a pris, par exemple, un agent de cybersécurité qui a fait ça. Donc, si vous voulez, il y a une liberté pour vous de répondre soit du côté de la culture littéraire, soit du côté de la psychiatrie. Puis maintenant, pourquoi le psychiatre? Alors c'est un champ dans lequel, disons, j'ai beaucoup lu, et puis alors c'est vrai qu'on ne s'est pas rencontrés souvent, puisque c'est une fois, comme vous l'avez dit. En revanche, les écrits des psychiatres circulent dans le monde juridique de diverses manières, et j'avais eu l'occasion de vous lire, et la qualité des rapports d'expertise n'est pas identique
indépendamment des formations psychiatriques. Et quand j'ai vu que ma secrétaire, pour des raisons professionnelles que nous connaissons tous les deux, a pris ce rendez-vous-là, en cours de discussion, puisqu'on a abordé différents problèmes, je me suis dit, mais ça pourrait être une discussion qui est très intéressante. Puis pour répondre à vos dernières remarques, je crois que c'est la Rochefoucauld qui disait qu'en réalité, tous les actes qu'on pose dans la vie, c'est toujours pour soi ou bien pas, etc. Moi, je pense qu'il y a une réciprocité, etc. Et si on voit le retour qu'il y a sur ces épisodes, je dirais que ça va dans les deux sens, voilà, comme beaucoup de choses dans la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, donc j'attends toujours les livres maintenant. Voilà. Alors, j'aimerais vous rassurer, de ces livres-là, de nature psychiatrique ou culturelle, ça ne va pas changer la première question que vous posez derrière, qui est naturellement... non, je ne me pose pas. Enfin, la question, je me la pose, mais elle m'inquiète en aucune façon. D'accord, ça va bien alors. Qu'est-ce que vous avez choisi après ce petit aparté? Mais non, parce que puisqu'il y avait 3 livres, j'ai, dans ma mémoire, sélectionné 3... Vous pouvez faire un mix si vous voulez. J'ai sélectionné 3 professionnels et 3 non professionnels, c'est-à-dire sur ma vie privée. C'est une petite règle, la seule que j'ai imposée en disant que c'était que 3 livres. Alors, mais comme je ne suis pas très procédurier, formaliste, je vais vous dire... Parce que c'est très affreux, parce que très vite, vous avez demandé 3, c'est un podium, enfin c'est un podium de compétition, enfin le premier, il y a le deuxième, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Vous l'avez interprété comme ça, mais ce n'était pas le sens de... Non, tout à fait, mais c'est quand même comme ça, parce que le 4e, etc. Or des livres, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même beaucoup. D'accord, alors dites-moi, c'est beaucoup. Alors, restons dans le médical. Et je crois que lorsqu'on s'était vu, il y a quelques semaines, quelques mois, vous m'aviez interpellé sur les 3 livres et je vous avais déjà donné un élément d'un livre de César. Alors, je n'ai pas le souvenir là. Qui s'appelle Knock. Knock, d'accord. Okay. Parce que César, l'auteur de Knock, c'est Jules Romain. C'est pour ça que c'était vraiment un César. Et pourquoi ce livre vous le conseilleriez alors? Pour un médecin. Oh, pour un médecin. Pour un médecin, d'accord. Parce que je pense que il n'y a jamais, à mon sens, il n'y a jamais eu d'éloge plus beau que ce livre de Jules Romain, Knock. Et dans ma vie professionnelle, je m'efforce d'être digne de certains personnages que j'ai vraiment connus, physiques, et puis je m'efforce d'être au moins aussi bon que Knock. D'accord. Et le deuxième livre? Alors, après, le deuxième livre psychiatrique, j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de rencontrer des gens exceptionnels à plusieurs titres. Exceptionnels parce que la plupart ont marqué l'histoire de la médecine du XXe siècle. Et en particulier le deuxième livre qui m'a marqué. C'est pas que je recommande, parce que je considère que c'est, pardonnez à son auteur, c'est peut-être le plus mauvais livre de psychiatrie que j'ai lu. Mais j'ai une affection, un respect, une dévotion pour l'auteur qui est Frédéric Grunberg. Et le titre du livre? Et ça doit être traité de psychiatrie, enfin c'est le biopsychosocial. Et Frédéric Grunberg a été, si je ne peux revendiquer d'être le disciple d'une seule personne, c'est bien lui. Donc, mais c'est un mauvais livre. Et le troisième, toujours dans le champ médical, je pense. Alors, le troisième, bon, je suis français, donc c'est le traité de psychiatrie de Henriet, enfin, et Brisset, donc qui est un traité de psychiatrie, qui est le traité de psychiatrie de la deuxième moitié du XXe siècle.
Et c'est un bon livre, c'est vraiment un très bon livre de clinique et de psychiatrie au sens général du terme. Chaque fois que je suis en difficulté pour une compréhension d'un cas, j'en ai 2 exemplaires ici au cabinet. Il y a des versions, donc j'ai 2 versions, enfin 2 éditions différentes, et chaque fois je vais m'y replonger sur qu'est-ce qu'il en a dit. Et puis après, bon, j'ai d'autres ouvrages anglais, américains plutôt, donc en langue anglaise, mais je fais plutôt une psychiatrie européenne. Donc j'ai des bouquins de Manfred Bleuler, donc le fils d'Eugène. Voilà, mais voilà, c'est ça. Voilà. Alors, si vous voulez, peut-être à la fin de l'entretien, on peut changer les registres des livres, si vous y tenez, mais etc. Si vous voulez, en préparant et en discutant avec mon épouse, elle m'a dit, mais pose-lui la première question que j'aimerais que tu lui poses, c'est de dire comment il en est arrivé à vouloir être psychiatre. Quelle est sa route personnelle qui fait qu'à un moment donné, il choisit ce métier? Alors ça c'est très très clair, ça a toujours été très clair. Dans mon esprit, très jeune, mais vraiment à 5-6 ans d'âge, c'est pas que je voulais être médecin, mais voilà, c'était ça. Il y a un élément, un petit élément clé de biographie ou un instant de vie qui a fait que tout d'un coup, ce soit ça. Pourquoi médecin? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. J'ai envie de dire pourquoi psychiatre, hein? Non, mais pour le moment après c'est médecin. Et le médecin, est-ce que je réponds à cette question? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc le médecin, d'une part, ma mère était infirmière et était dans le milieu. Mais pourquoi? J'aurais pu aussi choisir d'être infirmière. Ma grand-mère maternelle avait été infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, ma grand-mère avait été qualifiée d'infirmière parce que c'était une personne des Alpes, pas très très loin d'ici, était déjà dynamique, avait fait une scolarité dans les années 1910 ou même avant, largement, oui, même avant, entre 1900 et 1910, elle avait fait une bonne scolarité. Les hécatombes de la Deuxième Guerre mondiale avaient fait que finalement, partout sur le territoire national français, il y avait comme ça, ou des hôpitaux, etc. Et on avait demandé à toutes les jeunes femmes si elles pouvaient aider. Donc voilà. Mais elle avait eu, à ma connaissance, aucune formation en temps préalable. Donc elle a été un petit peu formée sur le tard. J'ai peu connu ma grand-mère. Et j'ai jamais posé la question, c'est vrai, à ma mère qui est âgée, aujourd'hui encore, et longue vie à elle, qui elle a fait des études de médecine, d'infirmière. Bon, ça n'avait pas, enfin je crois que ça n'avait pas grand-chose dans la durée par rapport à la durée des études infirmières. Je veux pas dire qu'elles sont meilleures, enfin ouais, je veux pas dire qu'elles sont meilleures maintenant qu'avant. Il y avait une technicité différente. Et puis, donc premier aspect sur cette dimension-là. Deuxième aspect, c'était la tenue. C'était pas seulement la blouse blanche, c'était le calot des médecins, c'était ça. Donc il y avait un aspect, je dirais, familial, et puis un aspect extérieur qui était autour de la blouse blanche, etc. Et donc j'ai mon cursus scolaire standard, et je n'ai jamais été, j'étais pas un très bon élève en classe, j'étais pas toujours un mauvais élève, mais loin de là d'être un bon, sauf le hasard a fait que j'étais plutôt bon juste avant le baccalauréat. Et un de mes professeurs de mathématiques m'avait, à mon insu, engagé vers une voie sur les classes supérieures en France, etc. Que je n'ai pas suivi parce que même si j'avais les recommandations de tous mes profs, comme quoi le bac s'est pas très bien passé, je l'ai eu, on me l'a donné, mais bon, voilà. Et donc je considérais qu'il était indigne
de la considération de mes profs d'aller dans cet établissement très sélectif. Et donc j'ai fait médecine, et donc je me suis inscrit en médecine, et les choses se sont faites. Alors jusqu'à ma 4e année, comme beaucoup de jeunes, c'est la chirurgie, c'est drôlement bien la chir. Quand j'étais en chir, les internes que j'avais ne vivaient pas. C'est-à-dire qu'ils sortaient un jour sur deux entre 18h et 7h du matin. Le reste, ils étaient à l'hôpital pendant 5 ans, et puis avant le clinica, etc. Donc, voilà. Donc je me suis dit, non, chir, c'est pas la peine, j'ai pas envie de... J'aimais beaucoup l'anatomie, j'étais assez bon en anatomie. Et mon premier stage a été en neurologie. Et ça, c'est fantastique. J'adore la neurologie. Mais j'ai eu un raisonnement purement matériel. Je me suis dit... Et donc, ce qui m'intéressait, c'était... Après, j'ai eu des étudiants, le cerveau n'est pas un yaourt. La neuroanatomie m'a vraiment tout à fait plu. Et j'aurais voulu faire de la neurologie, mais je me suis dit, mais de toute façon, est-ce que tu seras hospitalier ou est-ce que tu seras en clientèle, en cabinet? Et je me dis, mais en cabinet, la neurologie, ça ne tournera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le système nerveux central, avec le cerveau, en dehors de la neurologie? Ben, fait la psychiatrie. Et donc, je me suis, lors de la préparation de l'internat à Paris, je me suis orienté fondamentalement vers la psychiatrie, avec une idée très claire, très ambitieuse, que je n'ai pas atteint. C'était de comprendre comment le cerveau pouvait générer et gérer une pensée. Comment est-ce qu'on pouvait penser, comment est-ce qu'on pouvait réfléchir, comment est-ce qu'on pouvait calculer, comment est-ce qu'on pouvait voir la vision. La vision, c'est pas uniquement la perception d'une image, c'est la compréhension d'une image dans tout ce que ça peut représenter. Et donc c'est ça. Comme médecin psychiatre, vous êtes confronté, on va dire, à la souffrance. Le médecin, il doit soigner. C'est une souffrance mentale, psychique surtout, avec des composantes physiques également. Mais comment vous, à titre personnel, après avoir rencontré ces patients au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, comment vous faites pour que ça ne vous emporte pas, c'est-à-dire au niveau de l'émotion, etc. Est-ce qu'il y a des trucs où c'est donné, où c'est un acquis, où ça se travaille, etc. Alors, je ne sais pas vous répondre parce que je ne sais pas s'il y a une réponse, enfin, je ne sais pas si, voilà, je ne crois pas qu'il y ait une réponse standard, il y en a plusieurs. Mais dans votre cas, vous personnellement? Oui, mais même dans mon cas, il y en a plusieurs. Je me souviens très bien, et les camarades qui étaient avec moi et avec lesquels j'avais encore, il y a quelques années, des contacts, c'est vrai que j'étais très décontenancé lors de mes premiers contacts avec des patients psychiatriques. C'était réellement comme si j'étais même plus loin que sur Mars, enfin voilà. Mais ça, c'était durant mes études de médecine, avant même que je m'engage ou juste en établissement, hein. On parle en établissement hospitalier. En établissement hospitalier universitaire, voilà. Et puis ensuite, quand je me suis engagé, le tout début, c'était assez mystérieux. Oui, ici, alors en psychiatrie, il pourrait y avoir, mais c'est un tout petit... Il y a un tout petit livre, le livre de psychiatrie que j'ai utilisé pour la préparation de l'internat de Paris, pour l'aspect psychiatrique. C'était un excellent livre, je trouve, extrêmement synthétique, je crois, d'Harcourt, qui était le prof titulaire de la chaire de psychiatrie à Nice, et donc il avait fait un petit volume de 150, il y avait 2 exemplaires de 150 pages, c'était chez l'éditeur Ellipse, mais c'était début des années 80, enfin en Suisse. Et vraiment c'était très synthétique, donc j'avais appris comme ça, et c'était vraiment des algorithmes
très simple pour comprendre la clinique. Il y avait un algorithme Oui. J'ai toujours été, comme je vous ai expliqué, hein, moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment on pouvait réfléchir et penser, et en particulier comment on pouvait comprendre un petit peu les troubles psychotiques, et par la suite je me suis intéressé plus à cet aspect de psychose, ce qui d'ailleurs est totalement anormal, parce que très peu de gens s'intéressent au concept de névrose. Il y a très peu de publications sur les névroses. Donc voilà, en plus c'est retiré du concept. Enfin, c'est un concept qui est maintenant rendu non opérationnel alors qu'il existe toujours. Bref, donc j'avais ces algorithmes très simples et qui sont extrêmement fonctionnels et avec lesquels je continue à fonctionner parce qu'ils sont très simples. Mais pour répondre à votre question, parce que ça permet certainement de disséquer, et là encore, ça permet vraiment de disséquer quand on voit un patient, quel type d'organisation de pensée il a, sans pour autant permettre une digestion. Par la suite, et c'est grâce... Alors comment vous digérez? C'est ça ma question. C'est grâce à Frédéric Grunberg qui m'a ouvert la porte sur des laboratoires de recherche universitaires, et donc j'ai travaillé pendant plusieurs décennies dans des laboratoires de recherche où on avait vraiment centré sur la neurophysiologie psychiatrique ou de la neuropharmacologie psychiatrique. Et depuis 30 ans, plus de 30 ans, mon raisonnement et comment j'arrive à me sortir de ça, c'est de rationaliser sur des aspects neurophysiologiques ou neuropharmacologiques. Donc fondamentalement, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que je dis, bon, voilà, j'ai un raisonnement très neurologique. On est un peu dans l'actualité aujourd'hui. Il y a eu ce drame, je ne sais pas si vous avez suivi, à Annecy, où il y a une personne de nationalité syrienne qui a poursuivi des personnes et des enfants, etc. Et je me demandais, est-ce que le psychiatre, par rapport à un patient, là je suis au sens individu à individu, est-ce qu'il peut être une barrière de protection? En quelque sorte, la question qu'on pourrait se poser, si ce type de personne entre dans un cabinet à un moment donné, parce qu'il sent que peut-être il a des pulsions, etc., est-ce que le psychiatre il peut avoir une fonction de barrière pour éviter ça à un niveau individuel? Alors c'est la fonction. La réponse est oui. Maintenant, pardonnez-moi, l'erreur qui est commise dans cette problématique, c'est de penser que ça survient une fois de temps en temps. C'est pas que ça survient une fois de temps en temps, c'est qu'une fois de temps en temps, les médias en parlent. Il y a le public suisse roman pourra se souvenir qu'il y a quelques années, une petite dizaine d'années, il y avait eu 2 événements dramatiques sur le canton de Genève qui avaient mené à des décès. Et tout d'un coup, on découvrait vraiment Tartuffe, alors que c'est sinon du quotidien, c'est du très fréquent. Je pense que par exemple sur le territoire national français, ça doit survenir au moins une fois par semaine. Et ça survient certainement plus souvent encore en Allemagne parce qu'il y a une population plus grande, et simplement ça survient certainement en Suisse, mais là il y a comme l'affaire du trou, on a monté des... Enfin, ça ne veut pas dire que le fait n'existe pas, mais tout d'un coup, chastement, on éclaire une situation qui n'a rien de nouveau et sur lequel d'ailleurs la société devrait ou pourrait se questionner. Mais la réponse à ma question précise, elle est clairement oui, dans le sens que le psychiatre, il peut être cette barrière de sécurité. Non, une barrière. Une barrière de sécurité. C'est pas la même. C'est pas la même chose. Quand vous dites cette barrière, ça veut dire unique. Non, une barrière. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'il y ait un soutien par
la société, et le meilleur soutien par la société, c'est un soutien par les politiques, par les gouvernements, par les lois. Il y a eu en France ces dernières années des débats, on va dire, vraiment poussés, ardus, sur la santé mentale, sur les financements, plutôt sur les modalités de prise en charge thérapeutique, etc. Quelle est votre position là-dessus? J'ai envie de dire sur deux niveaux. D'abord une position, on va dire, budgétaire. Est-ce que vraiment les moyens sont tellement limités et puis des techniques de prise en charge? Alors pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai quitté la France pour venir en Suisse? Ah ben, première réponse. Voilà. Donc ça a à voir avec le... Définitivement. D'accord. Okay. Voilà. Donc absolument. Donc là, c'est une question pointue qui arrive pile dans la cible. Ah, je ne sais pas, mais justement, je refais référence à M. Grunberg, à Frédéric Grunberg, qui avait écrit il y a fort longtemps, et c'est toujours absolument vrai, l'état de santé d'une société se reflète dans l'état de santé de la prise en charge psychiatrique. Et donc, vous avez un jugement très sévère sur cette prise en charge en France? Par qui? C'est à vous de me dire. Je pense qu'il y a une Certainement partie pas. privée, une partie publique. Ah, pas du tout, non, je ne mélange... Non, il n'y a pas de dichotomie entre... Ah non, je ne perçois aucune dichotomie entre les praticiens publics. Qu'est-ce que vous entendez le par qui? Exactement. Donc, pour moi, il n'y a aucune discordance, aucune dissociation, aucun écart entre les efforts sont déployés dans le privé et dans le public. Que dispensent les médecins des hôpitaux et des médecins des cabinets. Aucun. Okay. En revanche, vous faites référence aux finances, c'est pas le médecin qui... Aux deux aspects. Hein. C'est des aspects budgétaires, effectivement. Non, c'est pas uniquement des aspects budgétaires, c'est des aspects de gestion. Donc, alors c'est sûr que pour gérer, il faut de l'argent. Et pour avoir des moyens, pour les patients, il faut de l'argent. Mais la société ne se l'autorise pas alors qu'elle sait parfaitement les besoins. Donc, une des raisons aussi pour lesquelles... Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un problème? Ça ne change rien. Est-ce que c'est aussi un problème de lobbying, dans la mesure où, par exemple, des spécialistes, je ne sais pas, en cardiologie ou en ophtalmologie ou dans d'autres domaines, la pratique médicale, on le sens des interventions, on va dire, politiques plus fines que pourrait l'avoir le corps médical, psychiatrique dans son ensemble? Est-ce que c'est une des raisons qui fait que les ressources financières sont peut-être dirigées de manière... Je ne saurais pas vous répondre à cette question, mais je pense que vous allez pouvoir avoir les éléments de réponse. Je connais pas bien la situation française, mais par rapport à cette question, la situation suisse, mais par rapport à cette question, j'ai une anecdote comme cela sur le territoire français. Il y a quelques années, le gouvernement français a octroyé des financements importants, entre guillemets, ouvrant sur l'ouverture, je crois que c'était 1500 postes d'éducateurs pour une pathologie, un trouble en relation du développement un peu sévère. Et quand on en creusait un petit peu autour de cela, un ancien ministre de l'Intérieur de la République française avait une petite fille qui souffrait de cette pathologie, premièrement. Et donc, il avait fait un lobbying pour que puissent être débloqués des moyens. Et donc, il y a eu, en effet, enfin, apparemment, dans les décisions, je n'ai jamais su si dans les faits ça s'était confirmé, le gouvernement a fait savoir par les médias qu'ils ouvraient 1500 postes. Très bien. Mais il y avait à ce moment-là une dizaine de milliers de structures. C'est-à-dire que par la suite, la répartition s'est faite sur des critères que j'ignore, j'ai pas de raison, mais de toute façon, les budgets qui ont été accordés ne permettaient pas de répondre à la moitié, peut-être du quart des besoins. Quoi. Donc, faire acte de, très bien,
Mais après, au niveau de la répartition était d'une part quantitativement insuffisante et d'autre part l'adressage, je n'ai jamais su la finalité des adressages des 1500 si ils ont été donnés. Voilà, donc ouais. Ça répond, j'espère, Oui, à la oui, question. oui, tout à fait. J'avais pris le cas d'Annecy, cas particulier d'une personne qui commet cet acte. Maintenant, me référant à l'actualité, ce que j'ai compris des derniers événements d'Ukraine, c'est qu'on a fait sauter un barrage, et puis que pas plus tard que hier, et aujourd'hui encore maintenant, donc il y a des forces... Il y a des forces ukrainiennes qui essayent d'aller sauver les personnes, etc. Et que se passe-t-il? On a des drones qui envoient des bombes sur les gens qui sont en train d'être sauvés, etc. Est-ce que ce genre là, on est dans un niveau de guerrier global, etc. Est-ce que le psychiatre que vous êtes, il croit encore à l'humanité quand on a des exemples de ce type-là? Puisque... C'est quoi votre appréciation par rapport justement à ces pulsions de vie, pulsions de mort, dans des exemples comme ça? Il n'y a pas de pulsion de vie, pas de pulsion de mort. C'est quoi là? C'est quoi? Comment vous définiriez alors cet acte? C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Bah, c'est tout. Donc en violation des règles de la guerre, en parenthèse. Comment? D'accord. La guerre a il n'y a pas de règles. J'ai suivi personnellement un cours qui m'a passionné quand j'avais 25 ans à l'université de Genève, par un professeur Condorelli, c'était du droit international public, il y avait notamment les conventions de Genève, etc. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi la guerre? C'est la guerre, il n'y a pas de règle à la guerre, c'est le contraire, c'est le contraire. Donc ce qui se passe là aujourd'hui en Ukraine, eh ben, c'est ça la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. Et là on me dit, tout le monde me dit, les grands professeurs me disent, les gens les plus sensés me disent, mais non, parce qu'il faut qu'il y ait des règles de la guerre, parce que c'est ça qui est en quelque sorte contraint dans une sphère un tout petit peu acceptable, ce que pourrait faire donc... Ben, la preuve que non. Oui. Et alors c'est quoi le regard psychiatrique de... J'ai pas de regard psychiatrique. Voilà, d'accord. Rien. Le néant total. Comme psychiatre, absolument. Et comme homme? Ça, on parle de psychiatrie. D'accord. Quelle différence, enfin, peut-être juste expliquer les différences que vous faites entre quatre, on va dire, métiers qui concernent la psyché humaine, le psychiatre, le psychothérapeute, le psychologue et le psychanalyste. Est-ce que vous pourriez dire rapidement les distinctions que vous faites entre ces quatre activités qui concernent toute la psyché humaine? Et souvent les gens, ils se disent, est-ce que je vais chez l'un ou chez l'autre dans des situations tout à fait identiques? Enfin, vous connaissez ça parfaitement. Alors, vous avez cité 4 catégories, en fait, moi j'en vois 3. D'accord. C'est-à-dire que... Laquelle vous excluez? Le psychologue? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que le 4e que vous avez cité est chez les 3 autres. Le psychothérapeute, le médecin est psychothérapeute, ou peut-être médecin psychothérapeute, peut-être psychothérapeute, le psychologue est psychothérapeute. Psychothérapeute, c'est juste thérapeute. Donc le psychanalyste, il est thérapeute, le psychologue est thérapeute, le médecin est thérapeute. Les différences que vous faites dans les modalités techniques après, de prise en charge, bien. Alors après, les modalités sont extrêmement différentes entre les 3 autres catégories, c'est-à-dire entre le psychiatre, entre le psychologue et entre le psychanalyste. Et je dirais que j'ai de très très bons copains qui sont psychanalystes et psychiatres et qui sont excellents. Simplement, c'est parce que ces camarades étaient très bons que je n'ai pas fait de psychanalyse. Voilà, donc c'est pas la peine. Donc pour être psychanalyste et un vrai, ça demande des compétences que je n'ai pas. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de psychanalyse. Mais je n'ai pas de jugement sur aucune orientation psychanalytique, parce que je ne les connais pas suffisamment bien pour avoir une opinion. Alors, ce que je peux dire, c'est que les psychologues, à ma connaissance,
Les psychologues ont fait un cursus universitaire en psychologie ou sciences humaines, donc de fait, ils ne sont pas médecins. Point. Maintenant, ce n'est pas une tare d'être ou de ne pas être médecin, c'est que vraisemblablement, et il y a une bonne vingtaine d'années, on m'avait donné la responsabilité d'un master en licence de psychologie à Paris. Donc voilà, c'est pas la même formation, ils n'ont pas les mêmes références théoriques, pas les mêmes références dogmatiques. Moi, ce qui m'avait été demandé, c'est de faire de l'enseignement de neurobiologie auprès de psychologues qui puissent savoir qu'en gros, c'est ça, c'est ce que j'ai glissé un petit peu, c'est que le cerveau n'était pas un pot de yaourt et qu'il y avait différentes fonctions qui s'articulaient, fonctions neurocognitives ou fonctions cognitives ou fonctions intellectuelles, qui s'articulaient autour d'un bon ou d'un mauvais fonctionnement ou d'un dysfonctionnement cérébral, point final. Après, voilà, les bases du psychologue, et probablement pourquoi je n'ai pas été intéressé jamais à faire psychologue, c'est que vraiment j'aurais vécu trop douloureusement pour moi le fait de ne pas être dans le contrôle, dans la maîtrise, ou en tout cas dans la non-connaissance d'eux. Et dans ce cas-là... Qu'est-ce que vous entendez par non-connaissance d'eux? Non. J'ai rien contre la psychanalyse, mais mon fonctionnement est extrêmement organiciste. D'accord. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment est-ce que vous arrivez à sortir du cabinet le soir, rentrer tranquillement chez vous? Je rationalise sur un fonctionnement extrêmement organisé d'une pathologie ou d'un symptôme, sans pour autant d'avoir la solution sur cette personne est déprimée ou cette personne est parce que tel noyau. Non, non, c'est pas comme ça. Mais je sens en filigrane que vous faites des distinctions dans les connaissances, dans les formations qu'il peut y avoir entre ces deux. Voilà. Alors, donc les psychologues, je continue. Donc, oui, mais est-ce que de temps en temps, en tant que psychiatre, est-ce que tout d'un coup vous vous dites dans le cadre d'une prise en charge, il me semble que ça serait plus approprié d'aller... Bien sûr. D'accord, ok. D'accord. Et vous ressentez cette réciprocité de l'autre côté aussi, ou bien la réciprocité de quel côté, dans le sens ou du côté du collègue? Non, du côté du collègue, dans le sens que la prise en charge d'un cas, il se dit tiens, il me semble que là, le psychiatre, il sera plus adéquat que moi-même, ou bien pas. Alors, ou bien il y a cette compétition qu'il y a dans ces... Ah non, je ne suis pas là. La compétition, j'en ai... Non, mais la compétition, pas subjective pour vous, mais dans la corporation, on va dire, la corporation qui prend soin des maladies psychiques. J'ai travaillé de l'autre côté de l'Atlantique pendant un certain nombre d'années, et j'en suis très heureux. Et je travaillais d'égal à égal avec des neuropsychologues, avec des psychologues. Et ce que je trouve très bien, c'était que on mélange, on puisse mélanger nos connaissances et nos compétences pour le bien commun d'un patient. Là, je vous interromps parce que dans plusieurs des émissions que j'ai faites, il y a un mot qui est sorti très souvent en disant qu'un des manquements qu'il y a dans le monde de la justice médicale, éducative, c'est ce que j'appelle l'interdisciplinarité. C'est-à-dire l'échange des regards par rapport à une situation peut faire engendrer une amélioration de la chose dans cette relation de réciprocité. Bien sûr. Est-ce que c'est une réalité? Je vous ai bien entendu, c'est ça que vous vouliez plus ou moins pointer ou bien... Alors, on peut aller beaucoup plus loin. On m'avait confié il y a longtemps la responsabilité d'un service un petit peu difficile et d'une pathologie un peu organique, cérébrale organique, que je ne connaissais pas du tout, sortant du clinica, etc. Et ce sont les infirmiers et les aides-soignants qui m'ont tout appris. Il n'y a aucun problème. Tout appris. Je veux peut-être changer complètement de sujet. Et alors, donc la psychanalyse ne vous intéresse pas?
Vous m'avez demandé les Ouais. psychologues. Donc le psychiatre, c'est des études médicales. Donc c'est des études médicales standards classiques, et puis après il s'intéresse à... Bon, voilà. Et le psychanalyste, je sais que vous y êtes intéressé, c'est pour ça que je trouvais ça amusant. Alors, là encore, je répondrais certainement très très mal, mais dans la compréhension que j'ai, c'est-à-dire que Daniel Viglocher, qui était professeur de psychiatrie à Paris, était un panel de tout ce que peut-être de tout ce que devrait être un psychiatre, mais que je ne suis pas, bien évidemment, puisqu'il était à la fois très neurobiologiste, il était très clinique sémiologiste, et puis il avait quand même de très grandes compétences en psychanalyse, et en psychanalyse avec plusieurs références fortes, puisqu'il avait été très très proche de Jacques Lacan, donc puisque l'initiation à la psychanalyse qu'il avait, autant que je me souviens que Daniel Viglocher avait eu, c'était auprès directement de Jacques Lacan, et par la suite, lui, il avait été, je crois, président d'une association de psychanalyse freudienne. Donc c'est vraiment des courants. Alors dans moi, ce que je perçois de la psychanalyse, c'est bien évidemment, c'est comment on peut... C'est une théorisation, c'est une vision théorisée d'une compréhension, d'une lecture, d'un comportement. Mais, et là-dessus, ce qui pourrait être déplorable, c'est que certains pourraient penser ou voudraient penser que une telle théorie pourrait être meilleure qu'une autre. Ça ne me paraît pas être adéquat. C'est comme dire, est-ce que la médecine traditionnelle chinoise est meilleure que la médecine occidentale? Je veux dire, on ne parle pas dans les mêmes dimensions. Donc, les problématiques dans les différentes écoles psychanalytiques ne sont pas de la même nature. On s'adresse certes au psyché, mais en percevant une dimension qui peut être différente. Voilà. Je reviens à l'idée que je voulais vous poser, qui est en lien, puisque Lacan, lui, il est très centré langage, etc. Ah oui. Et je sais que vous êtes aussi assez proche du langage. Non. Oui, parce que comme là je vais vous contredire, parce que comme expert, entre guillemets, à qui on peut demander des rapports d'expertise de l'Office cantonal AI du Valais, etc., ou d'autres établissements, on se rend compte que les mots du psychiatre, les mots du psychologue, les mots du psychanalyste, si par hasard il vient dans le champ de l'expertise, ce qui est assez rare, eh bien, ont une importance. Absolument. Parce qu'ils doivent être saisis par ce que je vais appeler une sorte de fonctionnaire juriste qui n'a pas, on va dire, cette compétence. Et l'expérience que j'ai après, disons, 30 ans de pratique, on va dire, procédurale, judiciaire, formaliste, axée, par exemple, dans le champ de l'AI, mais également dans des expertises, par exemple, familiales, etc., c'est que les techniques de langage utilisées par les rédacteurs, par ceux qui sont dotés de la compétence expertale potentielle et qui sont mandatés par les tribunaux comme devenant, on va dire, des adjoints de magistrats, mais en réalité presque des magistrats eux-mêmes. Comment vous percevez cette réception du langage de l'expert psychiatre, soit par les tribunaux, soit par les administrations, soit par les institutions? Alors, je vois deux façons de répondre à cela. La première, je vais vous donner mon opinion personnelle par rapport à ma façon de rédiger. Et ensuite, j'essaierai d'étendre à ce que le texte, comment le texte peut être compris. Il y a la façon d'écrire un texte et il y a la façon de lire le texte. Et ce sont deux aspects différents. Alors, la façon d'écrire un texte, je l'ai appris par mon patron de recherche à McGill. Et donc c'était ou des neurosciences ou de la neuropharmaco. Et l'objectif était de véhiculer par des mots justes une idée précise
avec le moins de mots possible. Donc en gros, c'était de trouver le bon mot au bon endroit de l'article ou voilà, à rédiger. Et c'était vraiment... ce patron est décédé depuis malheureusement longtemps, mais on lui doit tous les copains, tout, voilà, personne, on lui doit tous cela, et il a été excellent au sens propre du terme à nous imposer cette exigence de précision. Par la suite, et donc je l'ai juste transposé dans une rédaction. Avant de venir ici, j'avais dû faire, je sais pas, une vingtaine d'années d'expertise auprès de la Cour d'appel de Paris, donc voilà. Et à force, bon, on s'améliore, etc. Donc voilà. Alors, bien évidemment, dans les rédactions, de publications de neurosciences, le discours s'adresse à des neuroscientifiques, donc il faut utiliser les termes, et bien évidemment, dans les rapports d'expertise judiciaire, et j'ai fait beaucoup plus tard des expertises pour l'AI, etc. J'ai pas changé finalement de discours, parce que ce que les personnes, en particulier la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, nous avaient dit, il faut que ça soit compréhensible par un juriste. Donc j'avais passé durant ma formation de psychiatre une année à l'Institut médico-légal de Paris, voilà, et puis j'avais des bouquins de droit de façon familiale. Donc il y avait cet effort qui était imposé. Il faut que vous utilisiez, il faut que vous soyez compris par quelqu'un qui ne fait pas de médecine, mais il faut à la fois être compris par quelqu'un qui ne connaît pas le langage médical, mais il faut utiliser du langage médical, parce que sinon ça n'est pas sérieux. Ça, c'est au point de vue, c'est vous, puis vous voulez aborder la question générale aussi. Alors, et donc après, c'est en effet comment le lecteur va le comprendre. Or, là, le lecteur peut le comprendre de plusieurs façons différentes, selon qu'il a envie de le comprendre ou pas. Et selon l'intérêt personnel que le lecteur a à rentrer dans la situation. Et là, vraiment, les choses sont individuelles. Par contre, ce que je déplore, ce que je constate sous quelque latitude que ce soit, c'est qu'il est demandé aux médecins, dans le cadre d'expertise, de rapports d'expertise qui vont être lus par des non-médecins, il est demandé aux médecins de se mettre à portée du lecteur, non médecin, donc ou bien juriste, ou bien employé de bureau, mais jamais l'inverse. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que dans aucun pays, il y ait une sensibilisation sérieuse, pas seulement au vocabulaire. C'est vrai que la médecine a des mots spécifiques, en particulier la psychiatrie a un très large vocabulaire, quand on le connaît, sémiologique, donc des signes cliniques, qui représentent des concepts. Donc, en effet, pourquoi mettre 3 lignes quand on peut avoir une idée beaucoup plus précise que 3 lignes qui peuvent laisser, bien évidemment, plus il y a de mots, plus il y a de marge de manœuvre d'erreur. Or, il y a des mots qui sont très simples, ne serait-ce que schizophrénie, ça veut réellement dire une réalité clinique. Donc, si je devais résumer grossièrement, généraliser, on va dire, à la hache, c'est pas dans la subtilité. Mais oui, mais c'est ça le problème. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a des situations de patients, d'assurés, physiques qu'on a rencontrés, avec qui on a parlé, et dont on perçoit, on va dire, les difficultés extraordinaires, et ensuite, on voit le texte qui en a été fait, pas seulement par le psychiatre, mais aussi par le juriste de l'administration pour refuser, ou octroyer, mais disons souvent pour refuser des rentes. Et on se dit que les mots qui sont utilisés dans le langage procédural, on va dire juridique, n'ont plus aucun lien charnel avec la personne qui a été devant soi, etc.
Et est-ce qu'on peut améliorer cet état de fait ou bien pas? Je pense que pour la Suisse, ça prend le mauvais chemin. Vous pouvez développer un tout petit peu là? Oui, parce que un exemple amusant ou anecdotique, mais amusant, je trouve. Donc là, actuellement, ce qui est réclamé aussi bien, un peu moins, je crois, dans les expertises judiciaires pénales, où ce qui est demandé, c'est un travail quand même de réflexion, et je trouve ça très enrichissant pour, j'espère, pour le juriste, pour le magistrat, pour l'avocat, voire même pour ou le prévenu ou le patient. Parce que là, il y a une démarche de compréhension de l'infraction présumée. Et donc compréhension psychodynamique, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans des démarches auprès de compagnies d'assurance, qu'elles soient de l'assurance maladie, même de l'assurance accident, ou pour l'assurance invalidité, où là les références, bien sûr dans les expertises judiciaires, il y a une référence avec une nomenclature officielle internationale, mais je fais en sorte de toujours m'en distancer, parce que les cadres nosographiques, les diagnostics selon les définitions internationales sont ce qu'on appelle en mathématiques les plus petits points communs. Or, un plus petit point commun, c'est le plus pauvre point que l'on peut reconnaître un individu. Tous les individus ont plus ou moins, j'allais dire, je commencerai par la tête, peut-être deux fois moins, mais en gros, 2 bras, 2 jambes, un tronc, une tête. Mais on est 8 milliards. Donc voilà, donc là il y a ça. Là on arrive. Alors je vais continuer un petit peu plus loin. Il y a une chose tout à fait anecdotique. Pour certains syndromes, alors selon les classifications, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient du DSM, la classification américaine, hein, qui est d'ailleurs une statistique, hein, c'est un manuel statistique de diagnostic. Donc à la fois la classification internationale, la CIM et le DSM n'ont jamais été conceptualisés dans des buts d'expertise, ou même, mais c'est dans ils sont utilisés quotidiennement. Mais ils sont utilisés quotidiennement, mais ils ont été mis, je ne vous ferai pas l'historique de ça, mais l'historique est extrêmement parlant, c'était pour que des médecins qui menaient des travaux de recherche clinique puissent parler plus ou moins de la même chose. Bref. Mais par exemple, sur les différentes versions de la classification américaine, le DSM, regardez dans les différentes éditions comment évolue le concept de schizophrénie, c'est fantastique. Actuellement, donc, on est dans une période avec des modes, et en particulier le mode, c'est autour des troubles du spectre autistique. Donc, il y a les syndromes de Rett, le syndrome d'Asperger, comme beaucoup maintenant essayent de se prévaloir, ont dans les classifications internationales, qu'elles soient DSM ou qu'elles soient ICD-10, des critères qui n'ont rien de spécifique. Donc on peut les retrouver sur plein de pathologies psychiatriques, mais mieux encore, dans les dernières versions, à la fois de la classification 11e édition, qui a 2-3 ans, et de la classification DSM de 2013, ça a disparu. Donc est-ce que ça veut dire que ces personnes-là qui avaient ce diagnostic, ils sont guéris? Mais le diagnostic n'existe plus. Je pense qu'on pourrait faire une émission que sur l'évolution du DSM et sur les syntagmes utilisés et les signifiants utilisés, etc. Mais la même chose se fait pour la classification internationale, il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, dans le langage juridique, la même chose, dans le langage procédural, la même chose. Écoutez, on arrive à la fin parce qu'on a utilisé, on aurait pu aller dans toute une série de directions différentes. Pour revenir au début de notre discussion, est-ce que vous avez le désir de nous dire 3 livres qui ne sont rien à voir avec la psychiatrie, qui vous ont marqué comme homme, ou bien pas? Alors, il y a Les 7 minutes de la Chazès de Laurence. Il est plus T.E. Lawrence. D'accord, ok. Donc il est plus. Je ne connais pas. Si, vous connaissez. Non, mais je ne connais pas personnellement. Si, vous connaissez. Tout le monde connaît. Alors je connais. Il est aussi connu sous le nom de Laurence d'Arabie. D'accord, mais je ne connais quand même pas. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Il est fantastique. D'accord. C'est vraiment. Alors tout le monde connaît certainement aussi le film. Probablement. Laurence d'Arabie? Oui. D'accord. Voilà.
mais le livre des 7 piliers de la sagesse, donc, qui a été transposé au cinéma avec Peter O'Toole, puisque vous êtes cinéphile, le livre ne correspond pas du tout au film, et vraiment c'est... Et pourquoi vous le conseilleriez alors que... Parce que c'est beaucoup de poésie, parce que on est dans ces espaces désertiques, on est dans ces espaces sans frontières, on est dans ces espaces sans limites, et d'une part, donc, il y a vraiment, on voit les cailloux, on voit le sable, enfin voilà. Et puis il y a une dimension humaine très particulière, à la fois d'une perception d'un objectif politique, et à la fois les difficultés de mener un objectif politique. Voilà. Donc, mais la poésie est vraiment très très belle. Ça donne envie de lire en tout cas. Et le suivant, et le suivant. Alors l'autre, c'est peut-être. J'en ai plein, on en a plein. Bah, oui, il en reste deux. Alors, étant adolescent ou au lycée, j'ai eu un très bon prof, qui ne m'aimait pas du tout, mais un très bon prof de littérature, qui m'a beaucoup fait sensibiliser à la poésie, à la rythmologie de la poésie, etc. Et j'aime beaucoup Baudelaire, voilà, donc voilà, ou les fleurs du mal, les petits poèmes en prose, donc des choses comme ça, vraiment, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Après Allez, encore un. Là, un livre difficile à trouver. Je suis en train de lire les mémoires historiques de Sématienne. Sématienne, on peut l'écrire de plein de choses. C'est un chinois, bien sûr. C'est un chinois de l'époque Han, précoce, autour de 100 avant Jésus-Christ. Et donc, le texte avait été traduit par Édouard Chabannes au XIXe siècle, qui était professeur au Collège de France. Il y a une réédition récente. Et donc, ça retrace l'histoire, les premiers. C'est la première histoire, la plus ancienne histoire de la Chine, voilà, qui commence. Alors il y a les histoires légendaires, hein, voilà, il y a les souverains, les empereurs légendaires, et puis il y a les premières dynasties qui commencent autour de moins 2000 avant Jésus-Christ, et vraiment c'est la mise en place de cette structure. Et il y a des anecdotes, c'est que des anecdotes événementielles, etc. Alors, MPCM, c'est merci pour ce moment. Alors, merci pour ce moment, Dr Monet, et puis merci à vous. Peut-être pas encore plein de mer. Au revoir. Merci à vous.